Jeanne Lazarus, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Vous êtes une sociologue française diplômée de Sciences Po Paris, où vous enseignez aujourd'hui, et de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes actuellement directrice de recherche au CNRS. Au cours de votre carrière de sociologue, un sujet vous a particulièrement intéressé, l'argent. C'est le sujet de cette première série. Et avant même d'enregistrer le premier épisode de ce podcast, avec Soso, on a sorti un petit audio pour nous présenter nous et notre projet. Et dans cet audio, on expliquait qu'on voulait parler d'argent, de ses mécanismes et de son impact sur nos sociétés. L'impact concret de la finance sur la vie des gens, la manière dont l'argent crée et maintient les inégalités, la place de l'argent dans la politique, souveraineté monétaire, contrôle des banques, système d'échange et éducation financière, ce sont les grandes problématiques auxquelles vos recherches tendent à répondre. Autant vous dire qu'au vu de notre sujet et du vôtre, on se devait de vous avoir dans ce podcast, et vous êtes là. Alors on vous remercie d'avoir accepté notre invitation, et on vous souhaite la bienvenue chez Soso et Lulu. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de l'argent ? Alors, l'argent, pour moi, c'est toujours un outil pour regarder le monde. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de définition de l'argent autre que celle que chacun y met. Bien sûr, c'est un outil particulier qui sert à échanger, qui sert à valoriser. Mais l'argent, justement, change de définition au fur et à mesure du temps. Donc, je m'efforce de ne pas avoir une définition qui soit définitive, mais plutôt de le laisser m'emmener là où, en fait, les gens l'utilisent. D'accord. Et alors, quelle est pour vous la différence entre l'argent et la monnaie ? Alors ça, c'est une définition presque académique entre l'argent qui est l'outil qu'on échange et la monnaie qui est plutôt la façon dont on organise la valorisation de l'argent. Donc en gros, la monnaie, c'est plutôt macro et plutôt ce que regardent les économistes, et l'argent, c'est plutôt micro et ce que regardent les sociologues, les anthropologues. Moi, je voulais commencer par un sujet un petit peu léger. Il y a un grand stéréotype qui est sans doute vrai sur la France et sur nous les Français. C'est la difficulté qu'on peut avoir à parler d'argent. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette spécificité française, si elle existe, par rapport à notre rapport à l'argent ? Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve partout, que les Français seraient incapables de parler d'argent et que, en même temps, le reste du monde en parlerait sans cesse. Donc je suis un peu, je suis pas complètement ces idées-là, parce que ce dont je me suis rendu compte, moi qui travaille sur l'argent, c'est que les gens me parlent d'argent quand je leur pose des questions. Donc j'ai pas découvert des murs fermés, enfin des portes blindées avec des gens qui voudraient jamais me répondre. Et à l'inverse, j'ai aussi vu dans d'autres contextes nationaux des difficultés à parler de certains domaines de l'argent. Et donc, ce qu'on voit quand on étudie l'argent et en lisant aussi ce qu'écrivent des collègues dans d'autres pays, c'est que partout, il y a des façons de parler d'argent et il y a des façons appropriées et inappropriées. Et ça va changer d'un pays à l'autre. Et même dans les pays anglo-saxons, il y a certains tabous qui existent sur la manière dont on doit et on ne doit pas parler d'argent ? Oui, évidemment. Oui, c'est vraiment une idée reçue que les Américains, parce que c'est toujours les Américains qu'on met en avant, comme des gens qui parleraient d'argent du soir au matin, qui étaleraient leurs richesses et qui n'auraient aucun complexe avec l'argent. C'est pas complètement vrai. Et j'ai passé quelques temps aux États-Unis où j'avais fait un blog sur l'argent et justement j'avais envie de tester cette idée que j'entendais depuis toujours, qu'aux États-Unis on pouvait parler d'argent sans problème, que les gens nous donneraient leur salaire sans problème si on les interrogeait. Et comme ici, il y a des choses dont les gens parlent et des choses dont les gens ne parlent pas. Et il y a des choses qui sont secrètes, il y a des problèmes de famille autour de l'argent. Dans les entreprises, les salaires ne sont pas étalés parce que, comme partout, la question de la négociation des salaires pose des problèmes. Donc, il y a aussi des limites. Après, il y a des choses qui sont dites plus facilement. Mais en France aussi, les gens parlent d'argent si on les interroge dans des cadres qui sont les cadres appropriés. Ça n'empêche, une fois qu'on a dit ça, que chaque pays a une histoire particulière avec l'argent.
Et la France, son histoire avec l'argent, c'est à la fois que c'est un pays qui hérite de l'aristocratie, donc un rapport très aristocrate à l'argent, par différence avec, en gros, le rapport bourgeois à l'argent, et donc avec, dans l'Ancien Régime, les aristocrates, ils dépensent selon leur rang. Donc ils ne comptent pas l'argent. Et compter l'argent, c'est quelque chose qui est empreint de bassesse, que seuls les petites gens font. Et les bourgeois, eux, surtout les marchands, les gens qui sont des industriels et qui vont devenir le centre de la société à partir de la révolution industrielle, eux font des investissements, font des calculs, font des business plans, et donc ils comptent l'argent. Et le rapport, disons, plus bourgeois à l'argent va progressivement s'imposer, et c'est le rapport des Lumières qui va arriver à la Révolution française. Et ça, c'est la deuxième grande source des liens avec l'argent en France. C'est la Révolution qui est une révolution qui prône l'égalité. Et l'égalité des droits, avec, en fait, en sous-texte, l'idée que l'égalité économique n'est pas... Dans la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas écrit que les hommes sont égaux économiquement. Il y a écrit qu'ils naissent libres et égaux en droit. Mais ce que ça dit, c'est que les différences économiques ne doivent pas avoir d'impact sur les différences juridiques et sur la place des gens dans la société. Donc ça met aussi l'économie de côté. Et puis enfin, il y a la tradition religieuse. Donc c'est toujours ça qu'on met en balance avec le monde protestant qui serait complètement détaché avec tout problème moral avec l'argent, et puis le monde catholique qui serait perclus de complexes, ce qui est une lecture très très simpliste en fait des travaux de Max Weber. Mais de fait, la religion catholique est une religion qui condamne la richesse. Il y a toutes ces phrases qu'on trouve dans les évangiles sur le riche qui ne peut pas passer, qui ne peut pas aller au paradis, comme le chameau qui ne peut pas passer par le chat d'une aiguille. Je mélange les deux mondes. Et donc il y a ce rejet de l'argent dans la religion catholique, tout en étant une religion qui est sans cesse traversée par un rapport compliqué avec l'argent, puisqu'on a des ordres mendiants qui se créent régulièrement pour protester contre l'enrichissement de l'Église. Donc il y a bien un enrichissement. Et donc il y a cette idée que le monde catholique serait toujours mal à l'aise avec l'argent, avec des gens qui s'enrichissent mais qui sont critiqués de le faire, et puis d'autres qui, au contraire, rejettent l'argent, à la différence du monde protestant, qui est un monde où... alors au départ, les protestants, Calvin et Luther, c'est vraiment l'austérité la plus complète. Donc c'est pas du tout un monde de gens qui passent leur vie à faire de l'argent et à en être fiers. Mais en revanche, c'est un monde qui accepte la réussite sur terre. Et ça, c'est vraiment la grande différence religieuse, c'est que dans le monde catholique, ce qui compte, c'est ce qui se passera après la vie. Et la vie sur Terre est une sorte de moment on va faire de son mieux pour être ensuite choisi pour aller au paradis. Tandis que dans la vie protestante, c'est pas ce qu'on fait pendant sa vie qui va décider si on va au paradis ou pas, on est prédestiné. Et donc toute sa vie, on va chercher des preuves de sa prédestination. Et la réussite économique est une de ces preuves. Donc, c'est ce qu'explique Max Weber, et c'est ce qui explique que le rapport à l'économie est très différent chez les protestants. Et donc, du côté des protestants, on va avoir plus d'entrepreneurs et plus de gens qui vont chercher à réussir sur Terre, et que ça va entrer en collision avec la naissance du capitalisme, et que ces deux phénomènes qui ne sont pas liés l'un à l'autre vont se rencontrer et vont en fait créer un soubassement éthique au développement du capitalisme. Et ces exemples qu'on a eus récemment dans les sociétés plutôt catholiques, voire orthodoxes, l'élection de Tsipras en Grèce, La finance c'est mon ennemi de François Hollande, que vous mentionnez d'ailleurs dans plusieurs de vos ouvrages, c'est quelque chose qui est absolument impensable dans le monde anglo-saxon. De s'opposer comme ça frontalement à... Non, si vous regardez les manifestations qu'il y avait au moment de la crise de 2007 à Wall Street, Wall Street qui étaient... vous avez des manifestations énormes avec la population qui dit qu'ils sont les 99% contre le 1% de la finance. Il y a une critique de la finance dans le monde entier, une critique radicale
Et encore plus dans les pays où la finance est très développée, parce que justement, aux États-Unis, les effets de la financiarisation, ou en Angleterre aussi, sont bien plus forts qu'ils ne le sont dans d'autres pays. Alors après, là, il y a des histoires politiques, un rapport à l'État, la place de ce qu'on attend de l'État et le rôle de régulation de l'État qui est différent. Mais aux États-Unis, il y a eu pendant très longtemps une très forte régulation de la finance. Et les historiens, les politistes qui travaillent sur la régulation de la finance aux États-Unis, ils montrent bien que l'État américain, c'est pas un État qui laisse les financiers faire tout ce qu'ils veulent, n'importe quand. Il y a des moments, alors il y a des moments de grande régulation, et puis d'autres moments qui s'expliquent par plein de raisons, de rapports de force politique, où la finance est autorisée à se développer. C'est ce qui se passe, disons en gros, à la fin des années 70, moment en fait de crise importante économique aux États-Unis, de crise politique, et où finalement l'État, il y a une demande d'affaiblissement de l'État. Et l'élection de Reagan va être le moment qui va conduire à ce que la régulation très très importante qui existait soit allégée. Et cette transformation de la finance américaine a des effets ensuite dans le monde entier, parce que le reste du monde qui fait de la finance ne peut pas continuer à avoir des régulations plus forte que la finance américaine qui, elle, s'accélère, puisque, en gros, la finance, un des éléments centraux, c'est d'aller vite. Donc, si vous avez des régulations qui vous ralentissent quand les autres vont plus vite, ben, vous êtes sûr de perdre. Donc, les banques de chaque pays sont allées voir leur propre gouvernement en disant « vous ne pouvez pas nous mettre en difficulté comme ça, puisque regardez ce qui se passe dans le reste du monde ». Et donc, l'effet de la transformation de la finance américaine, ça a été que le monde entier s'est transformé. Mais dire que c'est juste des questions culturelles et religieuses, ce serait oublier tout le reste des histoires politiques. Le fait que les États-Unis, par exemple, c'est un pays fédéral avec les États fédérés qui ont beaucoup de pouvoir, et l'État fédéral qui est toujours depuis le début un État dont on se méfie, à qui on ne veut pas donner trop de pouvoir, c'est tout aussi important, et même sans doute plus important que la question religieuse. Alors, on va venir un peu plus en détail. Pardon Lucas, je t'en prie. Avant qu'on passe le sujet de la religion, je voulais, moi, que vous nous expliquiez peut-être comment était vécu l'argent et la relation à l'argent dans les autres religions, l'islam, le judaïsme. En fait, et notamment dans les religions monothéistes, dans toutes les religions, il y a des limitations avec l'argent. Il y a toujours une crainte que l'argent prenne trop de place. Et ça, c'est ce qu'explique Georg Simmel, qui est le grand sociologue du début du XXe siècle, qui a écrit sur l'argent. Il dit l'argent, c'est la potentialité infinie. L'argent, on peut faire ce qu'on veut avec l'argent. Donc il a un pouvoir qui est à l'égal de Dieu. Par cette potentialité, tant qu'il n'a pas été dépensé, il peut tout acheter. Et cette force de l'argent fait que les religions s'en méfient toujours, parce qu'on ne peut adorer que Dieu. Et si on se met à adorer l'argent au même niveau que Dieu, voire davantage, alors c'est la fin de la religion. Et donc, pour cette raison, toutes les religions ont des règles de à quel moment est-ce qu'on peut commercer, avec qui est-ce qu'on peut commercer, aussi des règles d'inclusion et d'exclusion. Donc, par exemple, on peut prêter à l'extérieur dans certaines religions, mais pas à l'intérieur. Donc, on peut gagner de l'argent en prêtant seulement à ceux qui ne partagent pas votre religion, mais pas avec vos coreligionnaires. Alors que d'autres religions peuvent être plus... ne pas faire la différence sur la question du prêt. Enfin, il y a vraiment... toutes les religions ont leur propre organisation. En plus, après, il y a des branches au sein d'une même religion, comme... au sein de la religion chrétienne, on a beaucoup glosé sur catholiques protestants, mais en fait, dans toutes les religions, il y a des branches qui ne disent pas la même chose sur la façon dont on se comporte avec l'argent, mais toutes les religions ont des limites. Dans toutes les religions, il y a des limites aussi à l'enrichissement, avec des formes de charité. Ceux qui sont riches doivent toujours à un moment rendre aux autres. Et dans toutes les religions, il y a aussi des formes d'arrangement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois la règle, et puis on contourne. Par exemple, les banques islamiques, où le prêt-intérêt est interdit, trouvent des moyens techniques
pour que ça n'apparaisse pas comme du prêt à intérêt, mais pour rémunérer les personnes qui prêtent. Donc on trouve toujours des arrangements. Et puis enfin, la dernière chose, c'est l'histoire. Et ça, on le sait avec la religion juive. Il y a des préceptes religieux autour du prêt, mais il y a aussi le fait que les populations juives ont été en Europe toujours mises à l'extérieur, interdites notamment de travailler la terre. Et donc une des seules activités qui leur était ouverte, c'était le commerce de l'argent. Et ce qui explique, une fois encore, Zimmel, c'est que dans le monde entier, ceux qui font commerce d'argent, c'est toujours les parias. C'est ceux qui n'ont pas d'autres choix pour faire partie de la société. C'est ceux qui n'ont pas la naissance, qui les installerait quelque part, qui n'ont pas la propriété de la terre et qui ont des interdictions de faire tel et tel métier. Et le commerce d'argent, il est toujours vu comme impur, comme problématique, comme une façon un peu immorale de gagner de l'argent, et on laisse ça à ceux qui ne sont rien. Et à l'inverse, ce que montre Zimmel, c'est que par l'argent, ceux qui ne sont rien, entre guillemets, qui n'ont pas de place dans une société, c'est la seule façon pour eux d'entrer dans la société. Et que, en s'enrichissant, finalement, les autres, même s'ils les regardent toujours un peu de travers, finissent par les accepter, juste parce qu'ils ont une puissance qui est la puissance que donne l'argent. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette vision un peu dangereuse de l'argent qu'il y a dans la religion et celle qu'on a par exemple dans certains courants politiques où l'argent apparaît comme une espèce de facilitateur d'immoralité, quoi? Ah bah, il y a toujours ça. Il y a toujours le risque que l'argent soit une source de corruption. Donc de corruption vis-à-vis de la morale, de la religion, de la politique, du bien commun. C'est qu'avec l'argent, on suit son intérêt propre et qu'on n'est plus de bien commun. Et donc dans tous les courants politiques, il y a des bonnes et des mauvaises façons d'utiliser l'argent. Mais il y a toujours de l'argent. Si vous prenez le marxisme, par exemple, le marxisme ne dit pas on ne veut pas d'argent. Il dit on veut organiser l'économie d'une façon qui soit qui soit entièrement une façon de partage où tout le monde soit à égalité. Mais il ne dit pas qu'il ne faut pas d'argent. Et les pays communistes, c'était des pays où la question de la production était très importante, et où les économistes étaient des gens très importants qui devaient aider à développer le pays. Donc vous n'avez aucun groupe politique qui rejette entièrement l'argent. Ou alors, c'est vraiment des groupes religieux quasiment. Enfin, il y a des groupes religieux qui tentent de vivre entièrement sans argent, ou des communautés qui essaient de rejeter l'argent en fonctionnant avec du troc. Voilà, mais où en fait, il y a toujours à un moment un accrochage avec le reste de la société, où là, il va y avoir des échanges d'argent, parce qu'il faudra payer ses impôts, parce qu'il faudra mettre de l'essence dans la voiture. Enfin, on est dans des sociétés où vivre sans argent n'est pas possible à 100%. On peut se contraindre énormément pour essayer de trouver plein de moyens de ne pas faire rentrer l'argent dans sa vie, mais l'argent est tellement diffusé pour tous les échanges que il y a un moment donné, et on le voit dans toutes les expériences alternatives, il y a un moment donné où il y a un lien avec l'argent. Mais après, on peut l'organiser pour essayer qu'il ne pollue pas quand on a l'idée que l'argent ne fait que polluer. C'est bien qu'on parle des systèmes alternatifs, ça va me permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous avez beaucoup travaillé sur les systèmes d'échange locaux, donc familièrement ce sont les monnaies locales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, notamment sur l'objectif de vouloir s'extraire du système étatique ou supra-étatique en créant des systèmes d'échange locaux? Alors, les systèmes d'échange locaux, parfois il y a des monnaies, parfois il n'y en a pas, parce que ça peut être du troc, par exemple. Donc, c'est un monde passionnant parce qu'il y a une créativité incroyable, justement, pour essayer de ne pas passer par l'argent fabriqué par les banques centrales et d'avoir des systèmes qui ralentissent, justement, c'est-à-dire le contraire de la finance, et qui ralentissent en sachant d'où vient l'argent qu'on dépense, quels ont été les circuits, non seulement des objets qu'on va échanger ou des services qu'on va échanger, mais aussi de l'argent. Et donc, alors, il y a des expériences qui existent depuis très 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 longtemps. Vous donnez l'exemple du Crédito en Argentine. Moi, c'est celui qui m'a le plus intéressé. Alors celui-là,
c'est un moment d'effondrement. Donc, c'est aussi les périodes de crise économique sont des périodes de grande créativité monétaire, puisque quand la monnaie nationale perd de sa valeur, et en Argentine, régulièrement, il y a des crises, le peso, tout d'un coup, enfin, ne vaut quasiment plus rien. Donc, les gens qui avaient des économies se retrouvent sans argent. Et dans ces cas-là, on trouve d'autres moyens d'échanger. Et donc, il y a eu en Argentine une période de développement énorme de troc, donc de foires de troc, où les gens venaient échanger un gâteau contre, je sais pas, un litre d'essence, enfin voilà, les choses que les gens pouvaient avoir. Et au bout d'un moment, en fait, le troc, c'était tellement compliqué, puisqu'il fallait qu'on garde ça sur des cahiers, savoir qui avait échangé quoi et comment. Puisque soit on échange, c'est toujours le problème du troc. Il faut que la personne en face ait exactement ce dont vous ayez besoin et que vous ayez ce dont elle a besoin. Et donc, quand on commence à élargir un peu la communauté avec qui on échange, ben, on va essayer de pouvoir assouplir, c'est-à-dire que vous avez besoin de ce que j'ai, mais une autre personne a besoin de ce que vous avez, et donc on va faire un circuit comme ça. Donc, à ce moment-là, une sorte de monnaie a été créée, ce fameux crédito, qui était des bons qu'on obtenait quand on troquait, mais donc on vendait d'une certaine façon. Et ça s'est énormément développé, jusqu'à ce que ce fameux crédito finisse par avoir les problèmes qu'a toute monnaie, c'est-à-dire d'abord des problèmes de fausse monnaie, avec des gens qui, puisque c'était de la monnaie créée de toutes pièces, un peu de façon artisanale, donc il n'y avait pas toutes les garanties qu'on a, enfin le savoir-faire pour que les billets ne soient pas falsifiés. Et puis des problèmes d'inflation aussi, de valeur de la monnaie, et puis ça a fini par prendre une telle ampleur que c'était ingérable. C'est ma collègue Mariana Luzzi qui a écrit là-dessus, qui est une collègue argentine, et qui a écrit un livre récemment avec un autre collègue sur le dollar en Argentine, qui est absolument passionnant, puisqu'il raconte la façon dont, depuis des décennies, l'Argentine s'est adossée au dollar, a adossé sa monnaie au dollar, et pour les Argentins, étant donné la fragilité de leur monnaie, le dollar est toujours la monnaie de référence. On achète des appartements en dollars, par exemple. Tout ce qui est un peu sérieux, on le paye en dollars. Et donc, il raconte ce que ça fait à une société d'avoir une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays dans lequel on habite. Et est-ce qu'on peut d'une certaine manière faire un parallèle entre donc, cette volonté, alors ce qui ne s'applique pas forcément au crédito, mais de vouloir créer des systèmes décentralisés avec l'exemple un peu plus récent des crypto-monnaies? Quels éclairages vous voyez sur la multiplication des gens qui achètent des crypto-monnaies? Alors, je ne parle pas de spéculation, hein, mais je parle vraiment plutôt des profils alternatifs qui voient dans la crypto-monnaie la possibilité de s'émanciper d'un système monétaire. Alors, c'est à peu près le contraire en termes de transparence, la crypto-monnaie. Puisque la monnaie locale, en France, la monnaie locale la plus développée, c'est l'Eusco, dans le Pays Basque, qui est, je ne me trompe pas, c'est à peu près 300 000 personnes, ce qui est beaucoup pour une monnaie locale, qui l'utilisent. Et donc là, on a un traçage assez précis, puisque on sait qui sont les commerçants qui acceptent cette monnaie. On peut se faire payer, dans certains cas, certains travaux dans cette monnaie. Et c'est dans une zone très restreinte qui est la zone du Pays Basque. Alors que les crypto-monnaies, le principe, c'est que c'est le monde entier et que... Alors, il y a une forme de traçage au sens où toutes les transactions sont enregistrées, mais en même temps, le but, c'est que ce ne soit pas... on ne puisse pas repérer qui que ce soit et suivre cet argent. Et donc, la crypto-monnaie, elle a quand même pour objectif de s'émanciper de toute autorité et de toute communauté en même temps. Donc il y a une sorte de communauté, au sens c'est la communauté des gens qui refusent d'être dans une communauté, mais c'est très très différent philosophiquement. Et puis de fait, c'est quand même des monnaies qui sont problématiques en termes de spéculation et de stabilité, puisqu'il y a des moments où ça prend une valeur folle et puis ça s'effondre. C'est des monnaies qui servent quand même largement à des trafics. De toutes sortes. Donc c'est pas du tout, même si on peut dire il y a une volonté anarchiste de refus du monde
et une philosophie de créer un autre monde par ces crypto-monnaies, on a l'impression qu'elles servent à renforcer certains des pires aspects de l'argent. Et à l'inverse, en termes de philosophie, on a aussi l'exemple des nouvelles formes de monnaie étatique, de monnaie électronique. Je pense par exemple à la monnaie qui est en projet en Chine, qui sera une monnaie avec une date de péremption pour pousser à la consommation. C'est pas du tout. On reprend la volonté anarchiste et on la fait à l'envers pour gagner encore plus de souveraineté. Ça nous dit quoi sur le système politique d'un pays et sur l'évolution attendue des monnaies? Alors ça s'appelle les monnaies fondantes. Donc c'est pas les Chinois qui l'ont inventé. Ça fait partie des tentatives des différentes monnaies alternatives. Et donc c'est l'idée de remettre l'argent, de donner à l'argent uniquement la fonction de moyen d'échange. Et donc d'essayer d'enlever de l'argent, d'enlever la fonction de spéculation, de thésaurisation. Donc c'est dans l'idée que l'argent doit circuler et qu'on ne peut pas s'enrichir, puisque on a de l'argent et on a de l'argent en fait en fonction de ses besoins. Puisque si on en a trop et qu'on l'accumule, il perd de sa valeur, donc c'était bien qu'on n'en avait pas tellement besoin. Et c'est effectivement un outil de circulation de l'argent. Ce que ça nous dit là, c'est plutôt la question du pilotage de l'économie par un gouvernement. Et quels sont les outils dont dispose un gouvernement pour faire consommer. Il y a des tas de manières de pousser à la consommation. C'est plus facile d'une certaine façon de pousser à la thésaurisation. Par exemple, en France, on a tous les systèmes de plans d'épargne logement et de types d'épargne qui sont bonifiés par l'État, où l'État incite les gens à mettre leur argent sur tel ou tel placement avec des déductions fiscales ou des moyens. Donc ça, c'est les moyens qu'a l'État d'inciter par la fiscalité à aller dans telle ou telle direction. Et pour la consommation, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire faire en sorte, d'une certaine façon, de mettre un bonus si vous consommez. Donc on peut faire un bonus en vous donnant un bonus sur la voiture si vous achetez une voiture plus écolo que l'autre. Il y a plein de manières pour les États d'utiliser leur propre argent, d'une certaine façon, pour vous inciter à consommer dans une direction donnée. Et pour autant, c'est très antinomique avec le fondement de nos démocraties libérales. Je pense aux travaux de John Locke et tout ce qui a créé un petit peu nos sociétés occidentales et nos régimes politiques. Mais on voit des projets de monnaie similaires au niveau européen. J'imagine que ça doit exister dans d'autres régimes démocrates libéraux. Comment on explique ce changement un peu de paradigme presque socio-économique? On peut dire que l'inflation, d'une certaine façon, ça fait ça. Si vous avez votre argent placé à 3% et qu'il y a 6% d'inflation, c'est une monnaie fondante. Et où à un moment, il y avait des taux d'intérêt négatifs, donc c'est la même chose. Et ça, c'est plutôt, si on le prend d'un point de vue macro, c'est plutôt vraiment du pilotage macroéconomique classique, d'une certaine façon. C'est comme, en fait, ce que font les Chinois, là, ce serait de faire des taux d'intérêt négatifs. Mais c'est des questions d'offre et de demande. Et si on prend plutôt des références foucaldiennes, Foucault, ce qu'il explique, c'est que le gouvernement néolibéral, il est, ce qu'il appelle la gouvernementalité, le principe, c'est d'être à distance. Donc on ne met pas un policier derrière chaque personne pour que les gens agissent comme on le souhaite, mais on met en place des outils pour que les gens d'eux-mêmes agissent comme le gouvernement souhaite que les gens agissent. Et donc, dans ce sens-là, la régulation de l'argent et de la finance, c'est complètement des outils du gouvernement néolibéral. Et puis, en plus, ça ressemble quand même un peu à de la redistribution pour la consommation, quoi. Idéologiquement, c'est pas... Ça dépend de tes opinions politiques après, mais c'est une façon comme une autre de faire de la redistribution. En tout cas, ça peut servir de redistribution, mais ça peut servir En fait, les problèmes qu'ont les États, selon les moments, ça peut être des problèmes de production, des problèmes de consommation. Et c'est intéressant de comparer avec ce qu'a fait l'État américain. Il y a une historienne qui a écrit là-dessus des livres vraiment passionnants sur le fait que l'État américain, au début du XXe siècle, son problème, c'est la surproduction.
à la même époque, en Europe, on est encore en train de construire le modèle productif. On construit des usines, des chemins de fer, etc. Les Américains, tout ça c'est fait. Et donc, ils sont extrêmement productifs. Tout est ultra moderne, notamment leur agriculture. Et leur problème, c'est qu'ils produisent trop. C'est vraiment les pays d'abondance. Et il faut en face des gens pour acheter. Et donc, à un certain moment, le problème des États, c'est qu'il y ait des gens pour acheter. Donc oui, c'est une sorte de... C'est pas forcément le terme redistribution, mais c'est une forme de développement vertueux de l'économie et de rendre l'économie soutenable. Et donc en Chine, à force de produire, si vous n'avez pas en face des gens pour consommer, eh ben vous êtes coincé. Alors on pourrait aussi dire, si les gens ne consomment pas, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Enfin, ça dépend des moments. En fait, c'est très compliqué de savoir pourquoi les gens consomment. Après, il y a des modèles de consommation. Et si on a des modèles de production qui sont basés sur le fait qu'on change sa voiture tous les 3 ans, qu'on achète sans cesse des nouveaux vêtements, et puis que vous avez des gens qui disent bah non, moi je voudrais maintenant avoir des choses plus durables et j'achèterai des choses moins souvent, bien, si votre modèle de production ne correspond pas à ce modèle de consommation, il y a des moments où ça ne va pas coller. Et ça, c'est le marketing, notamment, s'est beaucoup développé depuis le début du XXe siècle pour faire en sorte que les modèles de consommation que chacun a en tête correspondent aux modèles de production. Et on sait bien que nos modèles de consommation sont extrêmement cadrés par le monde dans lequel on est, par les modes, par ce qu'on voit à la télévision. Et donc, on est sans cesse, malgré tout ce qu'on aimerait être de personnes autonomes, originales, etc., nos modèles de consommation, ils sont vraiment fabriqués. Et donc, on peut les fabriquer par le marketing et on peut aller jusqu'à la version étatique dure qui est de dire vous consommez ou en gros vous prenez votre argent. On est déjà un petit peu rentré du coup sur le sujet de l'épargne, de l'accumulation de richesses. Mais un sujet un petit peu plus léger qui est important aussi quand on parle d'argent, c'est on pense directement à la notion de richesse et pauvreté. Je pense que quand on dit argent, plus facilement richesse que pauvreté, je pense que ça doit dépendre de sa situation. Mais est-ce que vous pourriez nous donner un prisme de sociologue sur ce que c'est que la richesse et par extension ce que c'est que la pauvreté? On prend la médiane et on prend 50% de la médiane. Et on dit les gens qui sont en dessous de 50% sont pauvres, ceux qui sont au-dessus de 50% de la médiane sont riches, ou en tout cas ne sont pas pauvres. Mais ça, pendant longtemps, on a calculé à 50%, mais quand on a fait des statistiques européennes, les Européens ont dit non, c'est 60% de la médiane. Et en disant 60% de la médiane, donc personne n'était plus riche ou plus pauvre, tout d'un coup, le nombre de pauvres a augmenté de plusieurs millions, puisque ça voulait dire qu'on était à peu près à 800 €, le seuil de pauvreté, 850 €. Puis en fait, en prenant 60% de la médiane, on passe plutôt à 950, pas loin de 1 000 € pour une personne seule. J'ai vu que vous utilisiez aussi une autre méthode pour déterminer si les gens étaient riches et pauvres, c'est de leur demander leurs sentiments. C'est ça. Donc, ce seuil de pauvreté, il est utile pour faire des comparaisons. Et puis, on peut comparer. L'avantage, c'est qu'on peut comparer tous les pays, puisque chaque pays, on prend la médiane du pays. Donc, ça permet de dire est-ce qu'il y a plus de pauvres dans tel pays que dans tel autre. Mais évidemment, le problème des seuils, c'est qu'à 1 € près, on est en dessous, au-dessus, donc c'est pas du tout satisfaisant. Ça prend pas en compte le patrimoine, ça prend pas en compte le niveau de vie. Par exemple, que vous soyez à Paris ou que vous soyez à la campagne, on mettra le même seuil, ce qui veut pas du tout dire la même chose. Donc c'est problématique. Et c'est pour ça qu'on a d'autres moyens d'étudier la pauvreté, notamment la pauvreté subjective. Donc on demande aux gens, est-ce que vous vous sentez pauvre ou pas? Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que ça colle pas toujours. Parfois ça colle, mais parfois il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté et qui disent non, moi ça va. Et puis d'autres qui sont bien au-dessus et qui se sentent pauvres. Et après il y a une troisième façon, c'est de regarder les paniers de biens. Donc ça c'est la manière américaine. On détermine un niveau de consommation et on regarde combien ça coûte. Donc combien ça coûte donc selon les périodes, on ne va pas mettre les mêmes choses dans les paniers de biens, mais en gros on dit il faut pour vivre correctement, il faut pouvoir s'acheter tout ça. Est-ce qu'on a les moyens ou pas de se les acheter? Et ça c'est aussi assez intéressant parce que ça permet
de comprendre quelle est la logique dans un pays de consommation. Qu'est-ce qui paraît être la consommation normale? Donc vous voyez, calculer les seuils et dire qui est pauvre ou pas, c'est très compliqué. Et en fait, on utilise souvent les différentes options en essayant après de faire un mixte et puis surtout de regarder ce que ça signifie. Mais pourquoi c'est important d'avoir des seuils de pauvreté? Parce que ça permet de piloter des politiques publiques. Et donc on a besoin d'avoir des chiffres pour ça. Alors c'est pas l'alpha et l'oméga, hein, mais ça permet de se comparer avec les voisins. Ça permet aussi par exemple de faire des péréquations entre territoires, de pouvoir dire dans tel département il y a un taux de pauvreté de 30%, alors que dans tel autre il y en a 8%, et donc on ne va pas donner les mêmes subventions aux différents territoires. Donc ça sert à plein de choses, mais ça ne peut pas être l'unique moyen de connaître sa population. La Banque mondiale, qui, elle, a un seuil de ce qu'elle appelle la pauvreté absolue, donc ça, c'est pas la pauvreté relative, qui est aujourd'hui, je crois, à 1,90 $ par jour, donc c'est 50 € par mois. Là, on est sous le seuil de pauvreté absolue, c'est-à-dire... dans quel pays on est pauvre. Voilà, et ça veut dire qu'on est... vraiment, la question se pose de la survie, de manger à sa faim, de pouvoir se loger. Enfin, et donc, cette pauvreté absolue, on la trouve pas en France, hein, parce que le RSA est bien au-delà de ces seuils-là. Donc, c'est vraiment dans les pays très, très pauvres. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle diminue au fur et à mesure du temps. On a vraiment pas une éradication de cette pauvreté absolue, mais une diminution massive, notamment du fait de l'enrichissement de la Chine et de l'Inde. Mais c'est parce que ce seuil de pauvreté absolue, il ne marche pas dans une société, par exemple, sur une côte africaine où les gens vivent de la pêche et de leur agriculture, où il n'y a quasiment pas de consommation d'argent. Quand ils n'ont pas de véhicule, ils n'ont pas besoin de payer d'essence, pas de loyer, ils n'achètent pas de terrain. Et même, je voudrais prolonger la question de Lucas. Nous, on a grandi à Madagascar avec Lucas, 1,90 $ par jour, c'est le SMIC malgache. Et ça ne doit pas être très loin du salaire médian. Je ne dis pas que les gens arrivent à survivre correctement, mais est-ce que... Non, mais un piroguier ouais, qui pêche son poisson et qui l'échange contre du riz au marché, est-ce qu'il est concerné par un seuil de pauvreté absolu? Oui, dans la façon dont c'est compté, oui, on le considérera comme en situation de pauvreté absolue. Mais c'est là que, évidemment, les seuils de pauvreté sont limités, puisque ça nous dit pas tout. Et là, on a d'autres outils, comme je vous disais tout à l'heure, des outils autour de comment les gens vivent. Donc, est-ce que, par exemple, comment ils se sentent, mais aussi des questions objectives. Est-ce qu'ils ont un logement? Est-ce qu'ils ont accès à l'eau potable? Est-ce qu'ils ont des toilettes? Ça, c'est un élément très important pour mesurer, disons, le niveau de confort dans lequel sont les gens. Est-ce qu'ils ont à manger tous les jours? Est-ce qu'ils ont accès à l'école? Enfin, en fait, on va prendre des éléments, des modes de vie. Alors, on peut dire que c'est très occidentalo-centré, hein, Pour l'école, non. Pour les toilettes, peut-être. Oui, mais en même temps, on sait que c'est des sources, en termes d'hygiène et de maladies et de développement des épidémies. Le fait d'avoir alors, c'est pas forcément des toilettes avec de l'eau courante, mais c'est d'avoir des lieux qui soient à l'écart et qui ne polluent pas tout le reste de la vie. Et on sait que ça a des effets énormes sur la mortalité infantile et sur l'espérance de vie. Dans notre épisode précédent avec Raphaël Baquet, on a parlé plutôt de richesse cette fois-ci, donc de succession chez les milliardaires. Et la sociologie des plus fortunés, c'est presque une discipline à part. Est-ce que vous pensez que l'argent, c'est le premier critère de séparation des classes sociales? Du moins pour ce qui concerne la France, parce que sinon ça va devenir compliqué. Alors, les sociologues, justement, voudraient que ce soit plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand vous regardez la sociologie, si vous regardez le petit livre des Pinson-Charlot sur la haute bourgeoisie, eux, ils expliquent qu'il y a 4 formes de capitaux. Hein, ça, c'est vraiment ce que Bourdieu a décrit. Enfin, ils sont complètement dans la lignée de Bourdieu. Il y a le capital culturel, le capital social, le capital symbolique, qui est le prestige, et le capital économique. Et eux, toute leur... alors, ils ont changé sur la fin, si j'ose dire, mais très très longtemps, ils ont dit le capital économique, c'est trop simple.
Les gens qu'on voit, oui, bien sûr, ils sont fortunés, mais ils sont aussi, ils ont des noms de famille qui remontent aux croisades, ils sont extrêmement cultivés, ils parlent 10 langues, ils ont un réseau social énorme, et en fait, c'est ça qui compte. Et finalement, l'argent, ils ne le mettent pas en avant, et puis ils méprisent les nouveaux riches, donc l'argent, ça ne peut pas suffire pour faire partie de la haute bourgeoisie. Mais en fait, ils ont évolué, les Pinson-Charlot, et plus récemment, ils disent, et même ils sont partis complètement dans l'autre sens en disant les riches prennent tout l'argent du monde, c'est de l'exploitation. Donc, en fait, moi, ce que j'ai vu en travaillant sur l'argent maintenant depuis presque une vingtaine d'années, c'est que longtemps, la sociologie française en particulier, a considéré que les questions économiques étaient secondaires. Et c'est vraiment lié à ce que je vous disais tout à l'heure sur un peu ce rapport aristocrate à l'argent, sur aussi l'idée qu'en France, ce qui compte, c'est l'école. Et donc, si les places sociales, elles sont liées au fait de réussir ou pas à l'école. Et Bourdieu, dans très longtemps, dans beaucoup de ses recherches, il expliquait que ce qui comptait, c'était le capital culturel transmis ou pas par les parents, et que ça permettait de réussir à l'école. Et donc, en gros, il valait mieux quasiment être enfant de prof qu'être enfant d'industriel, parce que quand on était enfant de prof, on réussissait bien à l'école, et qu'ensuite, tout vous était ouvert. Et ça a conduit à ce que la sociologie vraiment regarde très très peu l'argent. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'argent, c'était... je me disais, mais ça n'a pas d'intérêt. Ou par exemple, même sur la pauvreté, on ne parlait pas tellement de l'argent des pauvres. On parlait de leur mode de vie, de leur humiliation symbolique dans plein d'endroits, etc., mais pas de l'aspect vraiment économique. Et ce qui a vraiment changé les choses, il y a eu plusieurs, je dirais 2 gros événements. Il y a eu la crise de 2007 qui a montré que on pouvait s'appauvrir et que les ménages américains qui avaient le mode de vie de classe moyenne bien classique, tout d'un coup tout s'effondrait parce que leur crédit devenait impossible à rembourser, et puis qu'ils se retrouvaient à la rue, enfin, donc que les questions économiques pures et dures, ça pouvait avoir des effets très violents. Et puis l'autre chose, c'est les travaux des économistes, et notamment Piketty, qui ont montré la croissance des inégalités qui existait déjà, mais qui n'était pas aussi présente dans le débat public. Et donc tout d'un coup, tout le monde, ça fait la une des journaux, on a dit, mais regardez les écarts de richesse, on est revenu à des écarts de richesse du début du XXe siècle, et en fait l'argent, ça compte. Et on a vu revenir les sociologues, y compris des sociologues qui avaient un peu méprisé les questions de capital économique, vers la question de c'est quoi d'être riche. Donc il y a toute une vague qui a démarré, je dirais, oui, il y a une dizaine d'années, sur c'est quoi les super riches, d'étudier les super riches, un peu avec une sorte de fascination évidemment sur leur mode de vie, leur pouvoir un peu occulte, un monde dans lequel on a un peu de difficulté à entrer, en tout cas. Autant, disons, le monde qui ont étudié les Pinson-Charlot de la haute aristocratie ou de la haute bourgeoisie, finalement, ils avaient réussi à avoir une présence, ils le racontent dans pas mal de leurs livres, qu'ils étaient bien acceptés, ça les amusait, tous ces gens, d'avoir des petits sociologues qui les regardaient. Et puis en plus, ils écrivaient des livres plutôt sympathiques, finalement, pour parler d'eux. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est les gens qui ont vraiment le pouvoir économique pur et dur, de leur faire parler de ça et de comprendre comment les grands milliardaires français ou autres interviennent sur vis-à-vis des hommes politiques, par exemple, ou pour les questions fiscales. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, la fiscalité, je pense que c'est un outil absolument central pour comprendre l'argent et les politiques monétaires, et ce que j'appelle les politiques de l'argent. C'est vraiment, la plupart des choses passent par la fiscalité, et il y a quelques recherches qui montrent que les grandes banques, que les fonds d'investissement essaient d'avoir de l'influence sur les choix des États pour leur fiscalité. Mais si je ne me trompe pas, c'est pas du tout le même sujet que ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de la médiane et des 50% les plus riches et des 50% les plus pauvres. Là, on parle plutôt des 90% les plus pauvres,
voire des 99% les plus pauvres et vraiment des 1% les plus riches. Enfin, je sais pas, on parle beaucoup d'inégalités. Moi, la première chose que je pense quand je pense à l'augmentation des inégalités, je pense surtout à l'accroissement des richesses des ultra-riches et à peut-être un 80% de la population dont le niveau de richesse stagne, voire diminue. C'est deux sujets qui sont finalement assez différents. Est-ce qu'on peut les mesurer et les traiter de la même manière? Parce que j'imagine que on doit se sentir moins riche quand on doit avoir beaucoup de gens qui ont des milliards et enfin, voilà, de l'argent qu'on n'arrive même pas à appréhender. Alors que là, c'est une minorité extrême. Voilà, c'est une toute petite minorité. Là, est-ce qu'on n'est plus dans François Hollande qui disait un riche, c'est quelqu'un qui gagne 4 000 euros par mois? Longtemps, quand on compare les riches et les pauvres, on comparait les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Si on continue à faire cette comparaison, ça n'a pas tellement augmenté, si on prend 10% de chaque côté. Mais c'est vraiment cette toute petite frange qui s'est extrêmement enrichie. Ça, c'est ce qu'on appelle les ultra-riches, et qui sont croissants, le nombre de milliardaires ne cesse d'augmenter. Mais c'est pour ça que Soso se posait la question de savoir si c'était une discipline à part, les ultra-riches en sociologie. On peut dire ça. Alors, il n'y a pas des sociologues des ultra-riches. Souvent, en fait, ça va être des gens qui travaillent sur les inégalités, en fait, qui vont chercher à montrer les écarts, des gens qui travaillent sur la finance. C'est la première fois d'ailleurs en lisant vos ouvrages que j'ai vu que vous la définissiez comme une classe sociale à part, c'est le milieu un peu de la finance, des banquiers d'affaires. Qu'est-ce qui vous a poussé à déterminer une classe sociale presque différente pour parler de ce milieu-là? Alors ça, c'est les recherches de certains de mes collègues. C'est des recherches qui montrent que c'est vraiment un monde à part, au sens où il y a un mode de vie particulier avec un travail très intensif. C'est notamment une anthropologue américaine donc c'est intéressant, c'est des anthropologues qui ont travaillé sur le monde de la finance. Et donc ce qu'elle montre, c'est que les banques vont chercher dans les universités des étudiants, elles les prennent assez jeunes et en ayant à peine fini leurs études. Alors contrairement à la France, on peut rentrer dans la finance aux États-Unis en ayant fait de la philosophie ou de l'histoire. On n'a pas besoin d'avoir fait des maths de façon intensive. Mais ensuite, les banques forment ces personnes à une éthique de travail particulière, qui est de travailler surtout au début, quasiment on dort sur place, on travaille 100 heures par semaine. C'est ce qu'elle appelle le white collar sweatshop, c'est-à-dire l'atelier, l'usine des cols blancs. Donc avec ces jeunes gens qui au début sont tout contents, tout fiers d'aller travailler dans une banque qui a pignon sur rue, et puis qui se retrouvent vraiment exploités. Et ces 2 ans, ce qu'elle explique, c'est pendant 2 ans un peu de mise à l'épreuve et de socialisation, ça crée un rapport au monde très particulier qui va conduire à considérer que les autres gens, ils ne travaillent pas beaucoup, ils sont un peu paresseux, et donc c'est normal qu'on les paye pas trop, qu'on fasse des regroupements d'entreprises, qu'on les licencie. Enfin, en tout cas, elle fait vraiment le lien entre une éthique de travail et l'acceptation de pratiques économiques extrêmement violentes. Et donc, voilà, donc c'est en ce sens, d'une part, qu'on peut décrire un monde social. Puis après, il y a d'autres gens qui ont travaillé sur les questions de rémunération de ce monde de la finance et qui montrent que c'est un monde de rémunération complètement hors norme par rapport au reste des entreprises, avec notamment ces bonus qui sont stratosphériques et qui organisent aussi le travail. Puisque quand on est trader, alors il y a des grandes différences hiérarchiques selon l'endroit où on se trouve dans la chaîne. Ceux qui ont les bonus les plus importants, c'est ceux qui sont vraiment en direct avec les clients, les traders. Et donc là, la part de rémunération par prime variable peut atteindre des millions. Et donc, ça, évidemment, ça vous pousse à vendre quoi qu'il arrive. Alors, ce qui fait que c'est un monde qui est important à regarder, c'est que ça a beaucoup d'effets sur le reste du monde. C'est pas juste une petite peuplade qui vivrait dans son monde avec ses manières de vivre particulières. C'est que là, on a des choix qui sont faits et cette accélération de l'argent qui n'arrête pas et avec une sophistication et une technicisation croissante et qui a des effets sur le prix des denrées, sur l'existence même de certaines activités, sur le transfert des activités d'un pays à l'autre. Enfin, ça a des effets énormes sur nos modes de vie, sur nos modes de travail et sur les inégalités.
On avait noté un nombre important de questions sur les banques, que ce soit sur les banques d'affaires et sur le sujet des politiques de l'argent que vous avez beaucoup traité, mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps de toutes les poser. Mais moi, il y en a une que je voulais absolument vous poser. Dans Sociologie de l'argent, donc le livre que vous avez écrit avec Damien Deblic, vous donnez le point de vue aristotélicien, donc d'Aristote, sur l'usure. On en a parlé tout à l'heure, donc l'usure, les prêts avec un taux d'intérêt. Et je vais citer une partie du livre. Aristote condamne, dans le même mouvement, l'ensemble des sources et méthodes d'échange destinées à procurer le maximum de profit. Parmi ces pratiques, celle du prêt-intérêt est la plus détestable. Il est totalement contre nature d'obtenir un gain de la monnaie elle-même, alors que la monnaie a été inventée en vue de l'échange. Finalement, quand on écoute cette citation, ce que dénonce Aristote ici, c'est pas la monnaie, c'est pas l'accumulation de richesses, c'est vraiment la finance. Quel regard ça nous donne sur nos sociétés contemporaines et puis en lien avec ce qu'on vient de se dire sur le milieu de la banque? Ce qui est vraiment frappant, c'est que les critiques à l'égard de l'argent sont toujours les mêmes depuis l'Antiquité. Et donc c'est toujours la même question qui est que l'argent est toléré quand il sert à échanger. Mais l'argent qui sert à gagner de l'argent, c'est toujours un problème. Et dans le même temps, ça existe toujours. Et donc toutes les sociétés cherchent à avoir des formes à la fois éthiques et puis aussi pratiques pour limiter cette place de l'argent. Alors évidemment, dans le monde contemporain, on a beaucoup plus d'acceptation de ces pratiques financières. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur le monde de la finance, qui est un monde à la fois qui peut être critiqué, mais qui est quand même un monde qui suscite de l'intérêt, avec des gens très bien formés, très intelligents, qui choisissent d'aller travailler dans la finance. Donc c'est pas un monde vu comme immoral. On peut annoncer à sa famille qu'on va aller travailler dans une banque sans que la moitié de votre famille arrête de vous parler. Quoique, alors en période de crise, au moment de Lehman Brothers, je pense que les gens qui travaillaient dans la finance avaient des petits moments difficiles au repas de famille, mais globalement, c'est moralement accepté. Et ça, c'est vraiment l'effet du capitalisme et de la révolution industrielle, de la transformation de nos sociétés depuis plus de 2 siècles, où ces pratiques économiques qui étaient vues comme des pratiques qu'on tolérait, mais quand même, c'était pas le cœur de la société et c'était pas les gens qui étaient tout en haut de l'espace social. Les marchands sont devenus le cœur de l'activité économique. Le rapport au travail aussi s'est transformé. Ça, c'est vraiment, ça, Weber l'explique vraiment très très bien, ce qu'il appelle l'esprit du capitalisme, c'est-à-dire que la morale, ce qui est moral, a évolué. Et c'est ça qui est intéressant quand on étudie l'argent, c'est qu'il y a toujours beaucoup de morale autour de l'argent, mais c'est une morale qui change selon les périodes. Et il y a des activités économiques perçues comme immorales qui ne le sont plus à d'autres moments. Et l'esprit du capitalisme, ça a été qu'il y a des activités qui ont changé de place dans la morale. Et il y a notamment les travaux de Viviana Zelizer, qui est la grande sociologue américaine de l'argent, qui a travaillé sur l'assurance vie. Et ça, c'est passionnant, parce que l'assurance vie, ça veut dire qu'on cotise tous les mois, et le jour où on meurt, l'assurance verse de l'argent à nos proches. Donc, une compagnie d'assurance vie, elle travaille avec la mort. Et pour gagner de l'argent, la compagnie d'assurance vie, il faut qu'elle ait des tables de mortalité, qu'elle puisse faire des statistiques pour savoir qu'en moyenne, si elle a tant de personnes qui ont tel âge, tel niveau de revenu, il y a plein d'éléments qui vont être pris en compte, il faut qu'elle leur demande tant d'argent par mois pour ne pas faire faillite quand elle va devoir, parce que c'est sûr qu'à un moment, elle va devoir payer la famille. Et donc, cette activité-là, au début, elle était perçue comme atrocement immorale, et notamment par les religieux, qui disaient c'est de la spéculation sur le temps, c'est de la spéculation sur la mort, et ça, c'est en fait aller contre la religion. C'est vraiment du blasphème. Et les promoteurs de l'assurance vie ont fait vraiment un travail éthique pour dire pas du tout. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on protège les familles. Et donc le bon chrétien, il ne doit pas se tenir à l'écart de ça. Au contraire, le bon chrétien, il doit préparer l'après. Parce que, notamment dans des sociétés où c'est l'homme qui travaille et la femme qui s'occupe des enfants, la femme qui se retrouve seule avec son mari qui ne peut plus, qui a eu un accident et donc elle n'a plus le revenu de son mari,
il faut qu'elle soit soutenue. Et donc, ils ont vraiment fait un travail pour dire que c'était la chose la plus morale à faire que d'avoir une assurance vie. Et ils ont réussi. Ils ont tellement bien réussi que c'est devenu, c'est ce qu'explique Elisa, dans les familles ouvrières américaines au XXe siècle, on paye son loyer, puis on paye l'assurance vie. Et ensuite, on paye le reste. Donc, c'est vraiment devenu la dépense essentielle du bon père de famille pour montrer qu'il aime sa famille. C'est hyper intéressant. On arrive lentement mais sûrement à la fin de l'épisode. Lucas, est-ce que tu as une question? Alors moi j'avais une question peut-être sur le partage justement de l'argent dans les familles ou dans les couples en fonction du revenu. Vous expliquez par exemple que dans les années 80, dans le nord de la France, les travailleurs des mines, c'est la femme qui avait le pouvoir sur les finances, même si c'est pas elle qui le gagnait, et que plus le revenu augmentait, plus le pouvoir financier était perdu par la femme au profit du mari, et qu'elle se rapprochait finalement plutôt des enfants en ayant par exemple de l'argent fixe tous les mois pour justement les courses. Et donc quelle est la différence de partage d'argent en fonction du revenu dans les familles? Alors là, ce que vous décrivez, c'est plutôt le début du XXe siècle. Cet argent, notamment dans les ménages ouvriers du nord de la France ou d'ailleurs, hein, mais où d'abord il n'y avait que de l'argent liquide, donc c'était bien avant qu'on ait des banques, et où le modèle c'était que la femme était à la maison. C'est ce qu'on trouve par exemple dans l'argent. Non, c'est ce qu'on trouve dans Germinal. L'autre jour, j'ai écouté avec mes enfants un podcast. Et c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire que la femme est à la maison à essayer de survivre avec le peu d'argent qui est gagné par le mari et les enfants les plus grands en âge de travailler. Et elle s'occupe des plus jeunes et puis elle essaie de nourrir tout le monde. Et donc tout le monde ramène son argent à la mère avec un peu d'argent de poche qui est laissé à ceux qui ont travaillé, surtout si c'est des garçons. Et donc ça, c'est le modèle du monde ouvrier. Dans le monde de la bourgeoisie moyenne, là, c'est l'homme qui gagne, donc c'est toujours l'homme qui gagne de l'argent, et qui, donc il n'y a pas cette question de la survie, et qui verse à sa femme de l'argent au fur et à mesure qu'elle en a besoin. Et les féministes de la fin du 19e militaient pour que ce ne soit pas à chaque fois qu'on en a besoin, mais que ce soit une allocation mensuelle. Puisque sinon, la femme mariée doit aller sans cesse supplier son époux et se justifier et dire bah oui, aujourd'hui j'ai acheté du poulet, ça coûtait tant, j'ai dû refaire un apron. Enfin, donc c'est une surveillance permanente si on doit expliquer chacune de ces dépenses. Donc l'idée c'était de dire il faut une allocation avec derrière ça le fait qu'on peut avoir des niveaux de vie très différents au sein d'un même foyer. Vous pouvez avoir des femmes qui sont en fait pauvres parce que leur mari leur donne très peu et elles n'ont aucun argent pour elles. Et puis le mari qui lui a beaucoup d'argent et vit très, très largement sans forcément même s'en apercevoir. Donc ça c'est le vieux modèle et le modèle où les femmes ne travaillent pas. Quand les femmes se sont mises à travailler davantage, au sens travailler avec un revenu et un revenu qui devient progressivement sans être égal à celui de l'homme, mais qui devient indispensable au foyer, là, on a des répartitions différentes. Et donc, on s'aperçoit, il y a beaucoup d'anglaises, des sociologues anglaises qui ont fait des enquêtes là-dessus. Enfin, on a plein de modèles avec une mise en commun des ressources progressives. Donc, au début, les gens sont chacun un peu avec leur propre argent, puis après... quand on se met à vivre ensemble, ça change tout. Et puis, ce qui change encore plus, c'est la naissance des enfants. Où là, on a vraiment un projet commun. Et là, on a des répartitions qui sont variables, avec des dépenses qui sont plutôt féminines et des dépenses qui sont plutôt masculines, et des rapports de force, en fait, dans les couples, qui peuvent passer à travers l'argent. Mais ce qui est compliqué dans l'argent dans le couple, c'est que comme on considère que le couple ne doit pas être pollué par les questions d'intérêt économique, souvent on n'en parle pas. Ou on en parle un peu au début, on fait un arrangement en disant tu payes le loyer, je paye le reste par exemple, et puis 20 ans après on a toujours le même arrangement, alors que plein de choses ont pu changer pendant ces 20 ans. Les niveaux de revenus, le nombre d'enfants, enfin bon, il y a plein de... Mais on se rend compte que les gens n'ont pas envie voilà, sauf au moment où ils se séparent, où là, comme on dit, ils règlent leur compte.
Et où là, tout ce qu'on a dit que on ne voulait pas compter parce que c'était seulement l'amour et que quand on aime, on ne compte pas. Mais tout d'un coup, en fait, on va dire, mais attends, mais moi, j'ai sacrifié mon salaire pour que tu puisses avoir ta promotion, mais la voiture, c'est moi qui l'ai remboursée, mais ceci, mais cela. Et là, en fait, on va au contraire mettre tout en équivalence et il n'y aura plus aucune équivalence, il n'y aura plus rien qui sera gratuit. Et ça fonctionne pareil un peu aujourd'hui dans toutes les classes sociales, ce rapport à l'argent dans le couple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand les gens sont fortunés et surtout sont issus de familles où il y a du patrimoine, en fait, là, il y a un savoir-faire de l'argent. Il y a des conseillers, il y a des notaires, par exemple, mais il y a aussi des banquiers qui parlent d'argent et d'argent en famille parce que la question de la transmission du patrimoine est une question importante pour la famille. Et donc là, par exemple, quand on se marie, on va faire un contrat de mariage pour dire comment on répartit l'argent. On sait que d'un côté, il y a plus de patrimoine que de l'autre. Donc, le côté qui a plus de patrimoine dit à son enfant, attention, quand tu te maries, il faut que tu protèges ta part du patrimoine. Donc, ça peut être aussi des sources de tension, hein, parce que là aussi, il y a l'idée que le mariage, on donne tout à l'autre et qu'on ne va pas protéger sa part du patrimoine. Mais il y a beaucoup plus de précaution et d'attention aux questions d'argent quand il y a de l'argent. Et c'est plutôt dans les familles où il n'y a pas de patrimoine qu'il y a moins d'attention à ces questions-là. Et pourtant, en fait, les questions d'argent sont cruciales parce que on sait que la séparation est un moment d'appauvrissement et d'appauvrissement parfois de très longue durée. Donc, il faut aussi anticiper. On sait aussi qu'il y a des gens qui ne se séparent pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la possession de soi des femmes. Des femmes qui sont dans des situations de violence conjugale, par exemple. Une des questions, c'est l'argent. On a parlé de crypto-monnaie, de monnaie électronique, de système d'échange. Est-ce que vous avez peut-être quelques grandes tendances à nous donner sur les 50 prochaines années sur l'évolution de la monnaie ? Moi, j'étais très frappée en Chine par le développement des QR codes. C'est comme si la carte bancaire était une étape qui n'avait pas besoin d'être franchie. Et donc, on est passé quasiment directement de l'argent liquide à l'argent sur les téléphones. Les cartes, peut-être, ne seront plus aussi importantes et qu'on aura soit la carte sur le téléphone, soit le système avec le QR code où il n'y a même pas de carte bancaire. En revanche, il y a eu un moment où on a pensé qu'il n'y aurait plus d'argent liquide, qu'on allait être dans un monde avec que de l'argent électronique. Et on s'aperçoit que les pays c'est la Suède qui a été le plus loin là-dessus, les pays qui ont vraiment à un moment dit on va supprimer l'argent liquide, reviennent en arrière. Parce qu'il y a toujours des besoins d'avoir de l'argent qu'on peut toucher et c'est trop excluant. L'argent électronique, ça fait qu'il faut que vous soyez inscrit dans plein de choses. Et si vous n'êtes pas, par exemple, si vous êtes étranger ou si vous êtes un enfant ou si vous avez une situation de handicap, en fait, l'argent purement électronique, ça vous met à l'écart. Donc, voilà, ça je ne crois pas du tout à ce qu'on soit dans un monde sans argent liquide dans les 50 prochaines années. Merci beaucoup. On va vous demander de signer votre livre. Si vous pouviez nous écrire pour Soso et Lulu, épisode 2, avec Jeanne Lazarus, ce serait parfait. Pour Soso et Lulu, épisode 2, avec Jeanne Lazarus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie.